Eh ben salut copain, Salut Ulrich. ça va? Ben bien, merci. Ouais, on est toujours bien, un petit peu toujours pris du cadeau que nous a fait Max au Cryptoxer, voilà. Donc j'espère m'en sortir avant la fin de la semaine quand même. Ça fera 15 jours. Ouais, La petite prime de retour. tu m'en parlais juste avant le live, ouais, donc tu partir à des événements et revenir malade, c'est toujours la joie quoi. C'est la rançon de la gloire, hein. 4000 personnes qui viennent, ben voilà, tout de suite ça. Ah oui, 4000 quand même. Ouais, je pense enfin, il a pas donné les résultats, mais je crois que c'était à peu près comme ça, ouais, entre 3 et 4000. Enfin, c'est ce qui était D'accord. attendu et vu le passage qu'on a eu, je pense que ça devait être largement ça, ouais. Mm. Ouais, ouais, bah écoute, je pense on va en reparler pendant le podcast parce que c'est un événement. Alors moi, j'y ai jamais assisté, j'en ai entendu quelques fois parler. C'est un événement qui est avant tout un événement crypto, donc on va y retrouver plutôt des entre guillemets shitcoiners. Mais du coup, il y a quelques bitcoiners qui y vont, Altcoiner. altcoiners, voilà, bon. Et du coup, on a des bitcoiners qui y vont quand même, donc c'est toujours intéressant d'avoir un peu le retour et voir un peu comment les uns les autres évoluent ensemble. Je pense qu'on en reparlera pendant le live de tout ça, ouais. Ça va être super intéressant, ouais. Et de toute façon, alors, ça va être un live où on va parler, je pense, de beaucoup de choses, parce que il y a un peu d'actualité qui est très intéressante. Et après, on en a parlé un tout petit peu avant de commencer l'enregistrement. Il y a tout un pan très très intéressant autour de la communauté Bitcoin. On va parler de tout ça justement sur la manière dont la communauté Bitcoin, de Bitcoiners, crypto, etc. peuvent s'organiser, quel genre d'avenir on peut attendre, etc. Donc ça va être très intéressant. Et l'actualité du moment, elle est assez dense, hein, très dense même. Et je te propose de commencer un tout petit peu par un petit point d'actu, Mhm. avant d'aller sur les autres sujets. Et alors, on en parlait juste avant. Il y a une actualité, moi, j'aimerais vraiment parler. C'est l'actualité qui entoure en fait ce qu'on voit en ce moment sur le marché de l'or international et surtout sur ce qui se passe sur la place marchande boursière de Londres. Alors, je sais pas si tu as suivi un peu toi de ton côté. Alors, tu m'en as parlé. Alors, j'ai vu passer cette information ainsi que d'autres. Et je sais pas, je le mettrais plus dans un cadre plus large des marchés, pas financiers, mais des marchés monétaires. En fait, la reconfiguration des échanges internationaux qui est en train de s'organiser face aux changements qu'on peut avoir, hein. La guerre en Ukraine est vraiment un schisme par rapport aux politiques qu'il pouvait y avoir avant de mondialisation, d'organisation collective. Et là, l'arrivée de Trump, c'est clairement, on remet un mur entre des BRICS et puis et l'Occident, quoi. Enfin, l'Occident, les États-Unis, parce que je crois que l'Europe, faut qu'elle cherche aussi sa place maintenant là-dedans. Voilà. Ouais, totalement, ouais. Et par rapport à ça, alors pour expliquer un peu plus précisément ce qui se passe, c'est qu'on a observé depuis quelques jours des petits problèmes liés au rachat des contrats au comptant de l'or hein, à Londres. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui ont tout simplement des promesses de rachat d'or, des certificats, des substituts d'or, ont du mal en fait à les racheter. C'est tout simplement parce que quand ils vont directement, bah voilà, quand ils vont vouloir faire le rachat, là où habituellement on observait des délais de quelques jours entre la demande de rachat et le transfert de l'or physique justement au demandeur, là on observe des délais qui vont de 4 à 8 semaines la place marchande de Londres. Donc ça c'est assez inédit et il y a beaucoup de spéculations justement autour de ça, surtout sur la vieille question d'ailleurs qui entoure toujours l'or, c'est à savoir si il y a véritablement autant de réserves qu'il n'y a de substituts monétaires, substituts Ouais. alors qui sont en circulation. Je crois que tout le monde est au courant de la réponse, mais c'est jusqu'à Voilà, quand on fait tenir le mythe des réserves d'or et tout à des fait, ouais. répartitions réelles, ouais. Voilà, donc là c'est un problème qu'on avait déjà. Ouais, entre les deux guerres, quoi, le, bah, Ouais, tout à fait, là, le changement de système monétaire qui s'est mis en place entre 1913 et tout à fait, ouais. 1971. Ouais, tout à fait. Donc avec les accords de Bretton Woods en 44 et la fin de la convertibilité du dollar et de l'or en 71 sous Nixon. Donc et à l'époque d'ailleurs, t'avais De Gaulle qui Ah, dans les années 60, qui a essayé de rapatrier un maximum, ramenez-nous ce que vous nous devez, ouais.
Bah, Ouais, d'ailleurs tout à fait, ouais. qui a précipité clairement le défaut Mmh, des États-Unis donc tout alors il à n'était fait, pas ouais. tout seul, hein, mais il a eu l'intelligence de le faire, assez tôt et d'en emporter, quelques autres, pays à faire, la même chose et voilà. On peut dire qu'il a Ouais, tout à fait, ouais. précipité le Fiat au final, ouais. Ouais, tout à fait. Bah, après, il était bien entouré, hein, De Gaulle à l'époque avec Jacques Rueff, etc., qui justement commençait à émettre des doutes quant au réel adossement des euro-dollars à l'époque à l'or. Et du coup, bah voilà, il a réussi à convaincre De Gaulle de rapatrier en France l'or français qui était détenu aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. On a eu les Suisses qui ont suivi quelques mois après, et face à cet état de fait, bah, Nixon n'a pas eu d'autre choix que d'admettre que les dollars n'étaient pas réellement adossés justement à l'or, parce que si c'était le cas, on serait rendu compte qu'il y avait moins d'or que de dollars en circulation, et ça aurait été problématique. Ouais. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a ça, quoi. Il y a beaucoup de questions quant aux réserves qui sont réellement détenues en Angleterre, c'est ainsi les Quel est substituts le à niveau? l'or. Ouais, Voilà, si les substituts à l'or sont réellement backés à 100% par des réserves d'or, là, vu les délais d'attente de retrait, il y a quelques de suspicions que ce soit pas le cas en tout cas. Et une chose qu'on observe, c'est que ouais, ouais, j'allais dire, il ouais, y a aussi quand même, une des limites, de l'or, c'est, sa capacité à bouger aussi. Donc, quel est aussi les problématiques de pouvoir, bouger, assez facilement et en une courte période des gros volumes quand il y a des demandes comme ça aussi. Quelquefois, hein, c'est pas ça peut être aussi de dire, voilà, on veut bien vous les envoyer, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse y avoir accès, qu'on puisse les faire. Donc, il peut y avoir aussi un effet comme ça dans les petits blocages qu'il peut y avoir par rapport au volume, échangé. Mmh. Mais une chose est claire, c'est qu'il y a quand même, heu, un un sens, d'échange qui est, défavorable, d'un côté, quoi. Voilà, clairement, il y en a les Américains rapatrient leur or, donc c'est un signe à prendre en compte. tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que les réserves d'or en Angleterre baissent, et celles qui sont rapatriées aux États-Unis augmentent, hein, de manière assez importante. Et là, ça pose beaucoup de questions. D'ailleurs, ça pose surtout beaucoup de questions sur qui rachète l'or en Angleterre. Donc là, c'est soit, alors les suppositions, c'est soit la Fed, soit le Trésor américain. Ça serait plutôt le Trésor d'ailleurs, on pense. Et quand tu prends un peu plus de recul et que tu regardes un peu l'actualité américaine en ce moment depuis l'investiture de Trump le 20 janvier, et tout ce qui peut être dit en ce moment via le Doge, etc. L'une des grosses suppositions, c'est que ils s'attendent en ce moment, dans les semaines qui vont venir, à un audit, hein, des réserves d'or de la réserve fédérale américaine, donc de la Fed. D'ailleurs, ils ont plus ou moins annoncé qu'ils aimeraient bien que ce soit Ron Paul, donc ce libertarien très très connu aux États-Unis, qui a milité depuis des années, des années, des années, depuis d'ailleurs le début des années 2000, hein, pour un audit, hein, des réserves d'or détenues par la Fed. À chaque fois, ça a été rejeté au Congrès ou au Sénat. Bon, ça n'a jamais eu lieu malheureusement. Et ça a toujours été l'un de ses grands, on va dire, chevaux de bataille en quelque sorte. Donc là, si il nomme Ron Paul justement à la tête de ce comité d'audit de la Fed, ça pourrait être très intéressant. Et le fait qu'on aille vers un possible audit, hein, des réserves d'or, d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu depuis, je crois, 70-80 ans, si j'ai pas de bêtises. Ouais, je pense que, ouais, avant la Seconde Guerre mondiale, je suis même pas sûr qu'il y avait encore déjà ça. Donc, Ouais. depuis quand les cours sont trafiqués, ça je pense que j'ai pas la date, mais ça fait bien, bien, bien longtemps. Par rapport à ça, t'as à la fois Ron Paul qui serait peut-être nommé à la tête d'un tel comité. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que depuis quelques jours, deux, trois jours, je crois, on parle aux États-Unis de la constitution d'un fonds souverain américain, qui est une chose une chose assez inédite, hein, sachant que dans un pays, les fonds souverains, ça existe, hein. Il y a la Norvège, c'est peut-être le meilleur exemple de ça. C'est quand un État a des excédents budgétaires, du coup, il va créer un fonds pour justement euh, à se prémunir contre une sorte de trésorerie d'État en quelque sorte. Il va investir cet argent-là dans des actions, dans des actifs plus ou moins liquides détenus directement par le pays. Et là, on a Trump qui parle de créer un fonds souverain justement pour les États-Unis. Le problème,
c'est que les États-Unis, enfin, on est face à un pays qui est constamment en déficit, hein, et un pays en déficit ne peut pas constituer une trésorerie d'État, un fonds souverain, et on se demande bien avec quoi il va pouvoir constituer ce fonds. Et les suppositions, c'est que on aurait bon une sorte de tout simplement ce rapatriement de l'or d'Angleterre aux États-Unis qui pourrait servir justement de base pour un tel fonds. Alors ça, à creuser quoi. De toute manière, aujourd'hui, ça sera sûrement un mix de plein de choses. Et puis après, même si il y a un problème de déficit budgétaire de l'État fédéral, voire même de certains des 50 États, c'est des déficits budgétaires. Mais après, la dette des États-Unis, c'est avant tout une demande, c'est d'abord tout une demande monétaire des autres pays. Donc voilà, aujourd'hui, ils sont la pièce centrale des échanges mondiaux. Trump a annoncé les tarifs, hein, donc l'augmentation des droits de douane. Euh, jeu de négociation financière entre États, hein, évidemment, mais peut-être que à la Trump, hein, donc à grands coups de massue, on donne d'abord un grand coup dans la porte et puis après on dit bonjour. Mais je pense qu'il y a peut-être cet effet-là de dire, regardez, on essaye de vous mettre tous à genoux, on récupère notre or, on durcit un peu les conditions pour, je pense, essayer de rejouer la carte des équilibres d'échange, voilà, de renégocier les balances commerciales. On le voit bien Ouais. quand il veut reprendre possession du canal de Panama, quand il veut remettre le bazar au Moyen-Orient au niveau d'Israël, comment il souhaite laisser l'Europe face à ses responsabilités devant après les avoir mis devant la Russie, des choses comme ça. Enfin, géopolitiquement, il joue sa carte pour continuer à rester le leader. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Les États sont là pour dominer. Hein, donc, Ah, ils sont là pour dominer, ils sont là aussi pour assurer leur propre préservation face aux autres États, quoi. Donc c'est le jeu ouais, c'est ça. Ouais. géopolitique. C'est la guerre des gangs. Hein. Tu sais, les mafias, Hmm. ça fonctionne comme ça. Hein. C'est Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu celui qui veut le. avoir sa zone d'achalandise. Ouais, c'est Voilà, ça. Bah, c'est un peu cette logique-là. C'est la guerre des gangs, les États les uns contre les autres, et après c'est aussi le rôle de l'État en quelque sorte d'être le gang le plus fort chez lui, quoi. C'est un peu, on peut lire la chose comme ça. Et tout à l'heure, c'est vrai que tu parlais là du conflit en Ukraine qu'on a depuis de février 2022. Et c'est vrai que ce conflit et même d'autres redessinent un peu le monde actuel en fait et le monde vers lequel on va. On observe déjà d'un point de vue géopolitique, c'est un peu la fin de ce fameux moment unipolaire depuis 1991 et la fin de l'Union soviétique, et on a un ordre mondial qui commence à se fragmenter, à se disperser, et on voit avec l'élection américaine récente et d'autres, on voit justement qu'il y a une sorte de repli géopolitique de certains acteurs stratégiques sur eux-mêmes, et le fait que qu'on ait justement les États-Unis qui commencent à rapatrier leur or ou qui commencent à vouloir mettre des barrières douanières, à jouer le protectionnisme par rapport aux autres États, à, comme tu dis, à remettre leurs pions sur le canal de Panama. C'est très très intéressant ce qui se passe, quoi. Donc voilà, on a un monde qui se fragmente, on a les États-Unis qui font des pivots très intéressants sur l'or, qui vont enfin auditer bientôt certainement. Qu'est-ce qu'ils vont faire Hmm. après de cet audit, hein, ça, ah, C'est un vrai danger aussi, même pour Trump, d'aller auditer ou de oui, rendre par contre, public ouais. ses capacités en or, parce que voilà, les autres, eux, ils se positionneront pas par rapport à ça. D'un autre côté, la Chine, c'est pas parce que les États-Unis vont dire qu'il leur manque tant d'or que les Chinois, d'un seul coup, ils vont dire ah bah oui, nous aussi, il nous en manque. Je pense que voilà, c'est un jeu de dupes qui dure depuis tellement longtemps, une accumulation qui se fait de différentes manières, hein, heu, donc après voilà, jusqu'où et quel est l'intérêt pour les Américains d'aller jusqu'au bout de cet audit? Quels sont les risques derrière? Là, après, ça dépasse largement mes compétences, mais je me dirais que c'est peut-être pas forcément un avantage pour eux que de rendre publiques leurs réserves après toutes ces années, Espérons déjà qu'ils aient tout, quoi. Ça, mais qui renforcent leur,
leur stock en vue de conflits à venir, dans les différentes zones, qu'il peut y Mmh. avoir. Enfin, moi, je pense vraiment qu'on retourne vers un monde, multipolaire, hein, la fin de la mondialisation, des globalistes et cetera, qui ont montré quand même leurs limites. On voit les tensions qui se créent un petit peu partout, en particulier en Occident, hein, parce que c'est surtout, chez nous que ça se joue. Les Chinois, ils ont leur propre fragilité interne, mais c'est plus difficile d'aller voir ce qui se passe, chez eux. Mais au moins pour nous en Occident, il y a une vraie séparation et je crois que, nous en tant qu'Européens, si on se considère Européens ou tout du moins, Français, en Europe, il y a sûrement une vraie réflexion à avoir, quelle est notre position et quel est notre positionnement Ouais, et totalement, ouais. comment on réagit par rapport à ça en tant qu'individu? Parce que même si on veut être des individus souverains, on fait partie d'une communauté et comment on organise la communauté qui est autour de nous et jusqu'où, dans quel cercle, avec quelle influence. Donc ça c'est Totalement. des discussions Ouais. qui sont assez passionnantes à avoir, mais il y a pas vraiment de solution tant qu'on l'a pas vécu, hein. Ouais, c'est ça et puis C'est de une toute recette en façon, cours. ouais, on est dans un monde de toute façon qui change et déjà d'un point de vue purement politique, géopolitique, ça change beaucoup et on peut, du coup se demander comment est-ce que ça peut changer à titre individuel ou à titre communautaire? Et ça, c'est la grande question, parce qu'un peu cette grande fragmentation que tu observes à l'échelle mondiale, d'État à État, d'un point de vue, on va dire, purement un peu plus micro à l'échelle nationale, on observe aussi ce genre de fragmentation dans les populations. Et comme on dit, enfin comme disent souvent les libertariens, la seule minorité qui est importante, c'est l'individu. Les communautés d'intérêt vont être très importantes et les communautés traditionnelles aussi, hein, la famille, etc., les cercles proches hein, vont être très importantes. Et là, par exemple, nous, en tant que bitcoiner, c'est un vrai sujet, je pense quand même cette question, parce que on on fonctionne déjà de manière plus ou moins décentralisée dans la manière dont on discute les uns avec les autres, dans la manière dont on va se voir les uns avec les autres, etc. Et je pense que le pont et la transition se fait naturellement en fait, avec un monde qui change. Et nous, en fait, comment est-ce que d'un point de vue en tant qu'individu, personnes qui ont des centres d'intérêt qui sont les nôtres, comment est-ce que nous on peut envisager ça, quoi, le présent et l'avenir en quelque sorte. Ouais, ça il y avait un livre très intéressant de Balaji, je ne peux pas dire son prénom là, compliqué, mais c'était, The Network State et donc c'est pas forcément, lié à Bitcoin, même si, Bitcoin a une place centrale dans une stratégie comme celle-ci, mais c'était, face, à la fragmentation qu'il peut y avoir, au niveau des États et l'organisation comme elle est aujourd'hui. Comment les individus aujourd'hui peuvent, s'organiser, autrement, donc network state, l'état réseau, d'utiliser les outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir, changer de façon d'interagir. Après la limite, c'est que, on vit pas physiquement dans le réseau, donc il y a tu vois, c'est un peu le principe du real world asset, hein, tu peux avoir toute une vie, dans le réseau et ce qu'on fait beaucoup d'échanger, d'interagir tous ensemble, pour construire un corps, tous ensemble donc c'est ça un état, hein, c'est un espace en commun, une langue, en commun et des intérêts partagés. Alors, va peut-être falloir qu'on s'améliore un petit peu en anglais si c'est le si c'est le langage commun. Oui, c'est Pour ce clair, qui hein. est pour ce qui est de l'état, bon, bah, le net, il est assez grand pour qu'on puisse tous s'y retrouver. Et après les intérêts, ben, c'est toujours la même chose. Les intérêts sont tous, divergents. On est des communautés différentes et à utiliser un outil en commun, qui peut être, Bitcoin, bah, voilà, c'est comment on arrive à regrouper toutes les communautés, parce qu'il n'y a pas que des libertariens, dans Bitcoin. Il y a aussi, d'autres sensibilités et malgré tout, voilà, tu te retrouves à la fin quand même comme comme, dans un État ou dans la communauté dans laquelle tu vis, tu te retrouves avec des points de vue différents et comment agréger ça pour en faire quelque chose d'assez puissant pour permettre à l'individu de s'émanciper et de regagner un petit peu en souveraineté, en indépendance.
Mmh. Ouais, non, c'est vrai parce que quand tu prends le network state de Balaji, en fait, l'idée, c'est globalement, grâce à la technologie, entre autres, on arrive en fait dans un monde où on peut se passer des structures traditionnelles en fait de pouvoir, hein, donc par exemple l'État, et en fait les individus peuvent en fait être assez autonomes, résilients pour eux-mêmes s'organiser de manière indépendante, communautaire, et continuer en fait à profiter la même entre guillemets la même division du travail, la même spécialisation des compétences, la même décentralisation en fait de voilà du marché en quelque sorte, tout en vivant en quelque sorte en local dans leur communauté quoi. Donc il y a un peu le double sens de rester local mais rester global dans le network state, et ça c'est très intéressant parce que ça permet voilà d'avoir des communautés d'intérêt qui peuvent émerger vraiment partout, mais du véritable intérêt en quelque sorte. Et en effet, comme tu dis, dans un tel monde, on a les individus de toute façon convergeront toujours vers un seul et unique moyen d'échange, Bitcoin, parce on est en effet sur un moyen d'échange qui est incensurable, global, qui peut être, les paiements peuvent être instantanés grâce à des réseaux comme Lightning, et c'est vraiment le moyen d'échange, la monnaie, l'intermédiaire d'échange qui contentera tout le monde en fait, parce on n'a pas d'émetteur derrière, on n'a pas d'autorité centrale qui peut le manipuler quoi. Donc c'est vrai que dans un tel monde qui change, il faudra toujours quand même garder des solutions globales qui contentent tout le monde, même si le monde devient de plus en plus différent, quoi. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant, quoi. On a une fragmentation, mais on aura toujours cette recherche d'un dénominateur commun. Et l'un des dénominateurs communs, ce sera forcément la monnaie. C'est le dénominateur commun le plus basique pour, pour l'humanité, pour les individus. Et il faudra forcément trouver la monnaie qui contente tout le monde, quoi. Et à part Bitcoin, je pense pas qu'on en ait d'autres. Moi, à part Après, Bitcoin, de toute façon, c'est un cheminement, hein, de toute manière, parce que pour comprendre ça au niveau individuel, tu vois bien le nombre d'heures qu'on a dû passer pour avoir des convictions fortes par rapport à Bitcoin, de pouvoir convertir tout ou partie de sa vie en Bitcoin. Ça demande une certaine conviction. Donc ça, faut qu'il y ait un mouvement qui s'enclenche. On voit par rapport aux données qui sont données. Par rapport à l'adoption d'internet, on suit cette courbe et cetera. Mais là-dedans, on mélange la crypto, autre mouvement qu'il faut pas oublier, même si elle a pas de statut monétaire. Elle a quand même un statut, parasite, tu vois? Le bruit, hein, tu le qui vient perturber tout ça et qui donne peut-être des fois des faux angles et des faux espoirs, et voilà, qui perturbe. Donc il y a ça, plus tu as les États qui jouent aussi leurs cartes parce qu'ils ont aucunement l'intention de se laisser aller, tout comme, la population, hein. On est divers, hein. Je pense, hmm. à nos anciens, enfin, nos anciens, je commence à m'en rapprocher maintenant, faut que je fasse gaffe. Donc aux vieux, c'est comme eux qui votent, c'est eux qui ont le pouvoir d'achat, c'est eux qui ont le la puissance, publique, avec eux. Donc il y a comme, tu vois, tous ces intérêts, Hmm. divergents. Donc je pense qu'il y a encore, pas mal de combats à mener. On n'a toujours pas fini celui avec, le le monde de la crypto qui doit encore, finir de se faire réguler, de rentrer dans le rang des entreprises, et voilà, que les fondations se déclarent réellement comme des entreprises, et puis qu'on aille dans un monde qui puisse, faire tout ce qu'ils, souhaitent faire, et des use cases, et que ce côté, monétaire et social de Bitcoin puisse, enfin se tourner face à son vrai adversaire qui, en train d'arriver, c'est les monnaies numériques de banque centrale, et du coup l'organisation, d'organisations, comme, la BIS et tout la Banque internationale des settlements, et tous ces organisations de banques centrales qui sont en train de jouer leur partie, hein. On voit bien tous les pays, l'Europe en tête particulièrement, enfin, un peu en retard puisque la Chine a déjà Ouais. son outil de contrôle de population là, le yuan. L'Europe a l'air vraiment décidée à le faire aussi. L'Angleterre, en parle énormément là, justement, dernièrement. Les Américains, bah, eux, c'est gagné. Ils ont déjà, Coinbase et Tether, donc Trump a compris que ça servait à rien de vouloir, créer sa propre MNBC alors qu'il l'a déjà.
avec le privé, hein. La monnaie, ça a toujours Mmh. fait bien longtemps que c'est créé par le privé, donc ils ont compris cet effet-là, quoi, de dire voilà, on a de l'USDC, on a de l'USDT, on va pas se casser le cul à à créer une monnaie Ouais, c'est ça. numérique. On est déjà les leaders mondiaux dans cet espace-là. Donc effectivement, les autres continents doivent se positionner sur ça. Donc Ouais, mais c'est ça va ouais, être une vraie guerre à se tourner, et c'est là que la communauté Bitcoin doit justement, je pense, s'organiser, faire des choix, se rassembler aussi. Parce que comme je disais, on a des bitcoiners de gauche et des bitcoiners de droite, hein. Je sais pas si oui. si on arrive à l'imaginer, mais bah, il y a des courants différents, quoi, hein. Je pense à quand on regarde Twitter, on voit bien qu'il y a des confrontations qui se font avec les mêmes problématiques qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, avec comment on met l'individu d'un côté, hein, qui va être le point de vue un peu libertarien, et comment on met la solidarité, si tant est que en étant souverain, on puisse pas être généreux. Ça, je vois pas pourquoi ça pourrait pas l'être, mais voilà. Comment cette partie socialisation ou mise en commun de projets. Voilà, donc il y a vraiment ces deux communautés, et comment faire pour qu'elles, malgré leurs différences, elles puissent avancer vers un chemin qui soit celui de l'ethos d'origine, je dirais, de Mmh. Bitcoin, hein. Enfin, on s'approprie beaucoup Bitcoin par rapport à son propre prisme, et beaucoup à ce qu'on souhaite voir en lui, parce qu'au final, faut pas oublier, hein, c'est qu'un moyen d'échange, hein. Donc on vit pas l'euro. Tu vois, quand tu utilises ton euro, tu le vis pas comme un moyen d'aller changer le monde et la société. Voilà, tu utilises l'euro, et tu es content quand l'euro est fort, et ça te fait un peu chier quand l'euro est faible. Tout dépend comment tu es rémunéré. Moi, c'est plutôt l'inverse. Mais du coup, voilà. Donc, c'est qu'une monnaie en soi qui porte un projet. Ce projet, je pense pas que ça soit celui qui est démontré, enfin, qui est tenté de démontrer le petit livre rose de Nastasia. Je crois plutôt que c'est un projet multiculturel, etc. Et je trouve ça passionnant qu'ils fassent, qu'ils créent des communautés, en fait. Voilà. Après, que les communautés, elles se regroupent, qu'elles s'affrontent, c'est le propre de l'homme. On aime bien tout le temps se faire la guerre pour tout. Euh, mais voilà. Et du coup, ces communautés, moi, c'est vraiment cette partie-là qui me passionne et qui m'intéresse, de savoir comment on s'organise au niveau individuel, local et global. Ouais. Ouais, non, c'est super intéressant parce que c'est vrai que d'un côté, alors mon point de vue personnel, c'est que quand tu parles de bitcoiners de droite et bitcoiners de gauche, pour moi, en fait, c'est un peu la séparation, les grandes cases de l'ancien monde, en quelque sorte, hein, qu'on devra de toute façon abandonner quand on évoluera vers le nouveau monde. Et au final, tu vois, je pense que, et t'as des grands penseurs, libertarien même de l'école économique autrichienne qui en parlait, il disait en fait le problème, enfin ce qui est, ce sur quoi on peut mettre d'accord un socialiste et un libertarien, c'est que les deux vont être d'accord sur que la meilleure manière de faire avancer le schmilblick en quelque sorte pour les individus, ce sera d'abord de opter pour la coopération et non pas la prédation. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, tu vois. Et à partir du moment où t'es d'accord sur sur ce principe de base, il faut juste après se mettre d'accord sur le meilleur système de coopération possible. Et c'est là où du coup les divergences commencent à, voilà, Voilà. c'est là où les divergences commencent à apparaître. Et c'est vrai que c'est vrai que comme tu dis, quand tu regardes sur des sites, sur des réseaux sociaux comme Twitter X, on voit un peu la différence entre les deux grandes communautés en quelque sorte, hein, entre ceux qu'on pourrait qualifier d'un peu voilà dire les bitcoiners de droite slash libertariens, et de l'autre côté ceux qui sont de gauche slash socialistes, un peu étatistes, etc. Entre ceux qui vont privilégier l'approche individuelle, bottom up, puis ceux qui vont privilégier plutôt le global, le collectif, top down. Voilà, il y Communauté, a ouais. Mm. ouais, c'est ça. Après,
faut se dire une chose, c'est que comme tu dis, Bitcoin est pour tout le monde. De toute façon, ça, tout le monde peut l'utiliser. C'est ça la magie de Bitcoin, quoi. Après, la question, est-ce que Bitcoin est apolitique ou est-ce que c'est un projet politique de base? Là, je pense aussi il y a débat, il y a débat là-dessus. Moi, personnellement, je pense que ça reste quand même un projet politique à la base. C'est nullement apolitique, mais quand tu regardes, ouais, quand tu regardes toute la genèse et tout, d'où ça vient, qui a porté ça, voilà, Ah, il y a une qui? certaine vision Tu de, sais? pardon? Tu sais qui a porté ça? Ah non, 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 mais quand tu vois la cypherpunk, quand tu vois voilà, l'idéologie un peu cypherpunk, le côté un peu, voilà, on évite de faire confiance justement au tiers de confiance, on essaie de s'extraire de ce côté, on se méfie un peu, voilà, de tout ce qui pourrait être un peu étatique ou, les tiers de confiance, quoi. Donc je pense qu'il y a quand Alors même un ouais, petit là aussi, hein, alors je sais pas, je vais te renvoyer vers les magnifiques podcasts de d'Urban Tech, hein, euh, Enigma Nakamoto, où justement, c'est là que je dis que quand même on projette beaucoup de nous, de ce qu'on voudrait dans Bitcoin, et c'est pas aussi clair que ça. C'est pour ça que je te taquinais sur ça. Ah bon, tu savais qui c'est Satoshi? Euh, c'est- Tu vois, si tu regardes toutes les pistes qu'il y a, ok, il y avait l'envie de mettre en place un moyen d'échange décentralisé, etc. On peut le remplacer dans l'esprit cypherpunk, peut-être libertarien, mais pas, c'était pas forcément peut-être aussi clair de la part de Satoshi quand on voit après son positionnement un peu plus un, un peu plus ouvert. Alors c'est pas ouvert dans le sens où libertarien est fermé, mais dans le sens plus esprit communautaire ou des choses comme ça. Là justement, ouais, Oui, bah, de toute façon, il disait lui-même hein, que c'était en effet que Bitcoin pouvait être un projet qui pourrait intéresser les libertariens si Bitcoin était bien expliqué à un libertarien. Voilà, donc c'est tout. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là assez marrant. Mais oui, après là, de toute façon, ça c'est un débat un peu sans fin, ce truc-là. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu anecdotique maintenant, quoi. Maintenant Bah non, je crois pas, parce que c'est aujourd'hui un petit peu une voix qu'on entend très très fort, et ça peut s'expliquer par rapport aux premiers qui sont investis, puis ceux qui sont un petit peu dominants dans la culture X, c'est les Américains côté libertarien, parce que quand on entend libertarien pour nous Européens, enfin ça n'a pas vraiment de signification, enfin ça n'a pas du tout la même signification en Europe qu'aux États-Unis, le libertarianisme. Nous, on est quand même plus proche des idées libérales plutôt que libertariennes. Tu vois, donc il y a, je pense qu'on est victime aussi un petit peu de cette masse culture américaine, et qui est peut-être pas forcément celle qui pourrait être portée plus globalement si on veut regrouper plus de monde et en faire un projet acceptable par tous, hein. ouais, c'est Enfin, sûr. Bah, un projet acceptable, enfin, qu'on puisse vivre le projet tous ensemble, parce que je crois pas qu'on puisse décider pour les autres, voilà. Mais ouais, totalement. Bah, de toute façon, ça c'est un débat qui est très intéressant et de toute façon dans un monde comme le nôtre où t'as à la fois des Trump, des Javier Milei, ce genre de choses qui émergent vraiment absolument partout et où nous en Europe on est vraiment, t'en parlais tout à l'heure, on est vraiment un peu en retard sur absolument tout et surtout sur les mauvaises idées, c'est ça qui est un peu inquiétant. Et c'est vrai que on dit souvent que le monde occidental, à l'échelle du monde, ça reste une bulle, mais on a quand même une bulle dans une bulle qui est l'Union européenne, et peut-être même la France en quelque sorte aussi, qui elle-même est dans sa propre bulle. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses. Est-ce que le monde évolue? Est-ce que nous, on le comprend bien avec notre prisme français, avec notre prisme européen, avec notre prisme occidental? Voilà, ce qui se passe ailleurs n'est pas forcément nous la voie à suivre pour chez nous, ou peut-être même qu'on pourrait s'en inspirer, je sais pas. Ça c'est la grande question et je pense qu'il y a ça aussi qui sépare un peu certains bitcoiners entre eux quoi. après, ouais, on en revient à la communauté, à la nation, hein. Autant les États-Unis, c'est 50 États qui parlent la même langue sur le même territoire.
Tu vois? L'Europe, Ouais, bien c'est sûr, ouais. 27 États, je sais pas combien, 30 et quelques langues, il y a pas il y a pas vraiment de projet en commun. Enfin, je vois pas ce que les, les Grecs, les Polonais, les Finlandais et les et les Français, on a vraiment à voir dans le même projet, est-ce qu'on a les mêmes intérêts, les mêmes choses comme ça? Enfin, tu vois, c'est vraiment compliqué quand même de construire un idéal européen, qui a été une grande volonté peut-être pour la paix. La chose qui est bien, c'est le côté libre marché qu'on a pu, qu'on peut avoir aujourd'hui, hein. Heu, Mmh. tu peux te balader, sans frontières, il n'y a pas de taxes, qui sont mises, les uns envers les autres, même si chacun a son système de taxation, mais au moins dans le marché est libre et ouvert, et ça, c'est quand même malgré tout une belle expérience, et qui est peut-être un petit peu gâchée par les enjeux politiques, qu'il peut y avoir, et la déconnexion entre, le souhait, de l'individu et la façon dont on est, gouverné, Mmh. par, on peut dire une technocratie, ou un petit peu trop éloigné de nos intérêts pour qu'on s'y int de nos intérêts pour qu'on s'y intéresse, et qu'on y mette justement, l'envie nécessaire pour pouvoir, agir dans le sens nous on veut un individu, quoi. Le pouvoir est trop loin, moi je pense, en Europe, on se désintéresse trop, il y a trop de Ouais. strates entre, eux et nous, donc Ouais, non, c'est ça, ouais. Puis de toute façon, il y a trop de strates, comme tu dis, et ça nuit à, ça nuit à beaucoup de choses. Ça nuit à comment le service, il est rendu, comment nous, même en tant qu'individu, comment est-ce qu'on peut s'intégrer à cette technocratie, en fait. C'est compliqué, et je pense que ça divise encore plus malheureusement les gens les uns envers les autres. Et ces divisions-là, c'est toujours d'ailleurs quasiment une constante dans l'histoire. Ces divisions entre individus, elles sont surtout dues à l'action du politique ou à la mauvaise action du politique. Alors que si jamais, et ça c'est une grande idée par exemple des économistes autrichiens, des libertariens, etc. quoi. C'est si jamais on enlève le maximum de friction administrative politique dans la vie des individus, naturellement les individus coopéreraient le mieux entre eux, parce qu'il y aurait moins justement de barrières, de friction, celle de la politique, quoi. Donc la division droite-gauche, etc., qui est un peu une constante de nos vies maintenant, et qui est aussi une des grandes composantes de la démocratie. Bah, ces divisions-là, elles sont en quelque sorte un peu artificielles, quoi. Et on divise des populations sur des enjeux qui, au final, eux-mêmes, je pense, sur la grande majorité des questions, seraient d'accord, quoi. Donc voilà, c'est oui, un peu le... parce que droite-gauche, c'est devenu un concept quand même assez creux, quand on voit le spectre, politique qu'on peut avoir. Enfin, on est entre socialistes de droite et socialistes de gauche qui, à la fin, proposent, la même chose, tu vois? Si tu veux parler justement du Ouais, c'est projet ça. économique, que tu ailles d'un côté ou un autre, tu auras peut-être, l'écume des choses, le côté, sociétal qui va un petit peu changer. Est-ce qu'on va mettre un peu plus de nationalisme, un peu plus de mondialisme, un peu plus de telles tensions, en avant, par rapport, à d'autres, au gré des envies de la presse. Mais, globalement, le projet, il est pas différent que tu choisisses un côté ou l'autre, et je trouve que c'est ça qui est un petit peu dommage, en particulier, en France. Je connais pas assez, les autres, fonctionnements des États européens pour voir l'équilibre, mais on voit bien l'équilibre qu'il y a au Parlement, européen. On se retrouve, tu vois, il y a pas d'émergence de grandes figures, libérales, alors libertariennes, certainement pas dans notre Ah bah, continent, mais ne serait-ce que libérales, ça existe pas, quoi. Donc on est vraiment entre du, ouais, socialisme de droite et socialisme de gauche, donc c'est pour ça qu'on entend souvent le dégoût des gens, bonnet blanc, blanc bonnet, parce qu'il y a pas d'autres propositions hormis, c'est une vraie proposition qui ferait un changement, au sein de nos nations. C'est vraiment un changement, justement sur la partie monétaire, comment on décide d'échanger, et quel est notre rapport, à l'État, quoi. Ouais, ça c'est certain que ça serait là, mais c'est compliqué de faire émerger des idées comme ça dans un vieux continent. ouais, bah, de toute façon, ces idées-là, c'est toujours pareil, hein, ça sera bon gré mal gré, quoi. C'est soit on aura le temps de se poser ces questions-là, ou soit on n'aura pas le temps de se poser ces questions-là. Et c'est pour ça que des outils comme Bitcoin, ils sont très importants
actuellement, aujourd'hui, pour les individus qui s'intéressent justement à ce genre de questions, parce que si on croit qu'une sortie par le haut est possible, c'est toujours mieux d'avoir Bitcoin de son côté. Si on croit que c'est pas le cas, c'est encore mieux d'avoir Bitcoin de son côté, quoi. Donc c'est tu peux l'avantage que nous on a aujourd'hui, c'est qu'on a un peu cette porte de sortie, on a cette capacité à être résilient face aux éventualités du monde qui vient. Et ça, c'est une grande chance en fait qu'on a, c'est que même, on va dire, avant, tu vois, si tu prends historiquement les chutes un peu des systèmes monétaires, des chutes des systèmes bancaires, des États, etc. Globalement, ça se passait graduellement, puis après soudainement à la fin. Et globalement, du jour au lendemain, les gens, jusqu'à la fin, les gens faisaient confiance en fait au système parce que du coup, c'était uniquement comme ça qu'ils pouvaient avoir leur monnaie, c'était uniquement comme ça que qu'ils envisageaient la sortie de la crise. Euh, mais aujourd'hui, par exemple, on peut se préparer, quoi. Donc ça, c'est une chance, quoi. Et en plus, si tu Oui, rajoutes clairement. toutes les technologies, etc., quoi. Et justement, ça, c'est quelque chose. Alors toi, justement, tu le fais beaucoup, justement, d'organiser comme ça des événements, le côté, bah, on parlait des ambassadeurs, on parlait aussi du Beyondly avant de commencer le podcast. Donc ça, c'est quelque chose que tu fais beaucoup, quoi. Donc, je pense que la transition, elle est toute faite. C'est comment est-ce que aujourd'hui, on peut avoir ces cercles communautaires bah, d'écoute, de partage, hein, même d'entraide, hein, entre Bitcoiners. Donc, Oui, et puis, ça, c'est comment on fait la place, pour chacun à venir s'exprimer, à venir découvrir, à venir, comprendre et puis, partager son point de vue. Je crois qu'on a vraiment besoin. Voilà, moi je rêve un jour, au Bionly, hein, je vais lancer un appel, hein, d'avoir un plateau, GG, Phono, pour pouvoir, discuter justement de cette vision des 2 mondes et comment on peut trouver des points d'accord, des choses qui fassent que, voilà, on reste pas arc-boutés, l'un contre l'autre ou qu'on joue plus le côté, victimisation ou je sais pas comment exprimer ça, mais tu vois, d'être vraiment trop de son côté et de pas vouloir se parler, alors qu'on a besoin de tout le monde pour aller de l'avant et puis de faire émerger des idées et de permettre, de créer un grand mouvement. Il y a justement les ambassadeurs sont une belle base pour ça. Quand tu vois tous ces volontaires, plus d'une cinquantaine de meet-up en France. Donc c'est vraiment des individus, qui décident un jour de se dire: «Bah, moi j'ai envie d'en parler», voilà, ça va quoi, c'est bien de se voir en tu vois les network states, c'est bien le virtuel, mais les gens, ils ont quand même cette volonté de pouvoir, voir les contacts physiques quand tu vois, quand on va aller au BEF là, hem fin mai, on est content de se voir en physique, de pouvoir, échanger réellement, voilà, il y a plein de choses qui transpirent, tous ces événements qui sont créés et moi, c'est ça que vraiment qui me porte, de me dire, voilà, est-ce qu'on arrive à créer justement des espaces un petit peu partout, que chacun puisse se construire, créer des petites communautés comme ça qui peuvent se regrouper et puis demain, justement, influencer dans les débats parce que c'est quand même ça au final, hein, le un peu l'idée, je pense, chacun qui rentre dans Bitcoin ou même dans la crypto en général, ça nous change quand même notre façon de voir le monde. La monnaie, c'est quelque chose que on avant qu'on parle de Bitcoin, la monnaie intéressait peu les gens au final, hein. C'était quelque chose qui était assez, tu t'en rends totalement, pas ouais. compte en fait, tu l'as dans ta vie, voilà, tu as besoin d'échanger, tu te rends pas compte de la monnaie et il y a ce grand pavé dans la mare et quand tu te rends compte de ce qu'est la monnaie et des influences qu'elle a, tu dis: «Bah, en fait, ouais, la monnaie, c'est l'organisation de la société» et voilà donc d'avoir tous ces, sous-mouvements, tous ces, mouvements qui se répartissent un peu partout. La France, je te dis, c'est 50 meet-up, mais si tu prends, l'Allemagne, il y a le même mouvement qui est un peu plus ancien, qui avait lancé, DRJJ, hein, qui était le début de l'idée de il y en a encore plus où vraiment ils essayent de vraiment de monter des projets. Il commence à y avoir vraiment des choses concrètes qui se passent, même un petit peu en Italie, c'est un petit peu différent, mais c'est en Italie, en Espagne, aux Ouais. États-Unis aussi, hein, il y a des grands mouvements qui se passent. On a Plan B qui, essaye justement de faire des grands nœuds pour avoir des points comme ça un peu partout
sur terre, des coins où on peut se rallier et puis diffuser à partir de là. Enfin, moi, ce côté-là, je trouve ça vraiment passionnant et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour tout à chacun, de s'investir et de trouver des points et de venir réfléchir, partager et construire cet avenir, voilà, Tellement, ouais. un avenir de paix, une transition pacifique, parce que je crois que ça peut être ça, dans un monde en Ouais, changement. Quand tu parlais de bascule de monnaie, voilà, ça peut y avoir toute une période un petit peu morte comme ça, entre le soudainement de l'un et puis la montée de l'autre. Il y a quand même des mmh, transitions où la monnaie n'a plus, il y a plus de monnaie dominante qui vient influencer sur les gens. Les gens se retrouvent un petit peu dans une partie comme ça un petit peu molle. Et du coup, bah, ouais, peut-être totalement, d'avoir ouais. cette transition un peu pacifique avec Bitcoin, de pouvoir s'extraire gentiment des charges de l'État et de voilà. Ouais, c'est ça. Et puis de toute Donc façon, c'est vrai que pour tous ceux qui écoutent, c'est vrai que si jamais vous vous intéressez à Bitcoin, si jamais vous êtes curieux, même sans posséder de Bitcoin, hein, même en n'ayant pas acheté de Bitcoin, vous pouvez directement aller aux meet-up qui sont pas très loin de chez vous. Vous pouvez en fait directement aller rencontrer les Bitcoiners. Moi les meet-up, j'en ai fait quelques-uns euh, autour de chez moi. Et en fait, peu importe le meet-up, peu importe la ville, globalement, vous allez toujours trouver des bitcoiners qui vont avoir l'envie de partager leur passion Bitcoin, qui vont avoir la patience aussi de le faire, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on commence à mettre la tête dans le terrier du lapin, bah, wow. Il y a beaucoup de choses. Et par où commencer? Et Bitcoin, on a la chance, en fait, que c'est un sujet qui est tellement riche qu'on peut le prendre par n'importe quel bout, et chacun peut rentrer dans Bitcoin avec un intérêt totalement différent. Moi, je sais que j'en parlais la dernière fois avec Gilles pendant le podcast. C'est vrai que lui, il est rentré par la tech. Moi, je suis rentré plutôt par le biais histoire-économie. Et une autre personne va y rentrer encore pour d'autres raisons, quoi. Donc ça, c'est vraiment une richesse de Bitcoin. Et franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à sauter le pas du numérique vers le réel, aller directement au meet-up, aller rencontrer ces gens-là, aller leur parler, ils sont tout à fait normaux, ils sont tout à fait gentils, ouais, ouais, faut c'est pas vraiment hésiter. des gens, tous ceux que j'ai pu rencontrer, c'est vraiment des gens qui ont envie, ils ont envie de partager, ils ont envie de pouvoir échanger d'une manière dynamique, parce que les podcasts, c'est super, les cours qu'on peut trouver, tu vois, ce que nous on partage, c'est super sympa, mais ça fait pas un contact physique que tu peux avoir Mmh. et te dire: «Bon, bah, voilà, on a fait un meet-up», mais on peut créer quelque chose et puis, on le voit dans les communautés qui sont un peu plus grosses, que tu vois, qu'on commencé assez tôt et qu'on un vrai cœur. Bah, il y a des projets qui se passent, il y a des gens qui construisent, des choses ensemble, donc Ouais. ça, je pense que c'est vraiment le côté important de pouvoir venir échanger. On a depuis 2022, hein, c'est commencé septembre 2022. On n'a pas à déplorer aucun problème de personnes qui se soient fait agresser ou de je sais pas quoi. Voilà, tout s'est toujours bien passé. Après, c'est complètement décentralisé, hein, donc voilà. Je sais qu'avec Profet du Stream, Gap Token et moi, on essaye d'avoir un petit peu une volonté d'essayer de proposer aux gens de se réunir dans des espaces, donc bah, particulièrement 2 fois par an en physique lors du BEF et puis lors du Be Only, on a un espace où les organisateurs viennent pour discuter, voilà. Et puis après, on fait aussi sur le groupe Telegram des organisateurs de 2 à 3 autres séances dans l'année, histoire de pouvoir proposer, faire des partages, des échanges, commencer à construire ensemble. On peut parler par exemple de l'initiative qu'il a fait des Packs for Communities, Prof et du Stream, une super initiative qui, franchement, on a fait des distributions aux cryptoxaires, il y en a qui sont venus en discuter. Il y a c'est un petit bonus qui est donné aux gens qui ont commencé à s'organiser, à faire des choses. Mais il y a voilà, on sent qu'il y a un besoin d'enjeu de c'est pas la reconnaissance, mais d'avoir ce petit truc en plus qui disent: «Ah ouais, si voilà, ça donne une forme à ton meet-up, ça donne, une Ouais, envie de une dire voilà, on a» légitimité, ouais, etc. Enfin, de ouais, ça donne le côté un peu organisé, un peu organiser exactement, ça officiel. fait plus pro quand tu arrives avec ta valise et tout ça, tu peux proposer des choses et puis ça t'oblige aussi
tu vois, dans le deuxième pack, d'organiser des workshops, tu vois, installer son wallet, graver sa seed, utiliser, une clé matérielle, avoir son nœud et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment bien de voir qu'il y a toute cette culture qui est en train de se mettre en place. Et ça, moi, vraiment, c'est le kiff, quoi. Ouais, bah non, mais tu m'étonnes. Et c'est vrai que le pack en question, moi, je l'ai eu entre les mains au dernier, un des derniers meet-up auxquels je suis allé. Et c'est vrai que déjà c'est super qualitatif et en fait il y a quasiment il y a tout en fait pour commencer quoi. C'est vraiment le starter pack quoi. Ouais, Et t'as le c'est vrai petit que pour une starter pack personne vraiment au qui début, puis après t'as le plus gros pack qui lui est ouais vraiment bien une fois que tu commences à avoir des habitués et vous dites allez les gars, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on construit des trucs? Voilà. Et puis bah on va essayer d'avoir d'autres idées pour aider encore plus les communautés, par exemple, à organiser des présentations, des choses comme ça. Donc voilà. D'ailleurs, appel à tous les organisateurs, n'hésitez pas à venir vers nous pour nous dire ce que vous souhaitez, etc. et ce qu'on peut faire, tu vois. Et j'en ouais profite bien aussi sûr pour les Pack for Communities. J'aimerais pouvoir remercier les financeurs de ces packs parce que ça tombe pas du ciel, hein, c'est quand même un bel investissement. Donc il y a le Cercle du Coin qui a participé, ainsi que Plan B par Roxy, qui ont tous les deux financé ça, ce projet de Profit du Stream. Donc je trouve ça vraiment génial. Euh, ouais le résultat est vraiment top en tout cas et ça donne vraiment un support supplémentaire pour les meet-up et quand il y a des nouveaux qui arrivent alors c'est vrai que quand c'est toujours un peu impressionnant parce que tu sais pas dans quoi tu débarques, tu sais pas quel genre de personnes tu vas rencontrer et c'est vrai que pour l'avoir moi-même observé quand tu débarques dans un meet-up où tu as des personnes qui sont alors soit très très techniques sur l'économie, soit très très techniques sur la tech, très techniques sur tout ça où ils vont te parler de nœuds Lightning, etc. Et quand toi tu débarques un peu là-dedans, quand t'as à peine compris ce que c'était que les transactions on-chain, toi, donc ça pique un peu quoi. Donc c'est vrai que ce genre de support c'est bien pour prendre les bases doucement et en fait à ton rythme en fait. Et ça c'est essentiel parce que on peut je pense qu'il y a alors je sais pas ce que t'en penses mais moi je dirais que si t'es trop technique dès le début c'est là où tu peux même perdre des gens donc cette première étape elle reste quand même assez cruciale quoi de bien capter la première attention. ouais, et alors c'est là vient la difficulté parce que donc le meet-up, t'as la version vraiment de base qui est le beer to beer. Donc là, c'est les gens qui viennent juste discuter ensemble. Donc ça, c'est vraiment au démarrage de ton meet-up. Mais après, quand tu commences à avoir des personnes qui viennent, tu vas avoir vouloir la volonté de présenter quelque chose. Et je trouve que ça, c'est une bonne approche que d'avoir une petite présentation de 20 minutes, une demi-heure sur un thème. Et c'est là que la difficulté, elle arrive. C'est parce qu'à partir du moment où tu choisis un thème, c'est un thème qui te tient à cœur. Tu as envie de parler de ce thème-là. Donc c'est forcément des niveaux techniques qui vont être euh, de, assez élevés souvent parce que tu as envie de parler de ce que tu as compris vraiment techniquement, etc. Et aussi parce que la vulgarisation, en fait, c'est le niveau technique au-dessus que de simplement faire une présentation technique. C'est beaucoup plus difficile de parler de choses complexes simplement que de simplement présenter une chose complexe. Donc, ce c'est pour ça qu'il y a la présentation, c'est un super outil pour permettre, aux gens d'écouter des mots, d'essayer de comprendre des mécanismes, même si c'est, compliqué au départ. À partir du moment où derrière c'est suivi par des conversations, des questions-réponses et des choses comme ça, tu intéresses quand même les gens plus facilement que juste, sur un beer to beer où là tu vas avoir plus des échanges à 2 ou 3. Voilà, le la présentation te permet quand même de créer un cercle plus grand pour que les personnes interagissent en plus grand groupe, de permettre d'entendre certains mots, d'avoir certaines notions qui arrivent comme ça. Puis du coup, ça invite à revenir les fois d'après. Mais voilà, donc la forme la plus propice, c'est quand même de pouvoir faire une petite présentation et surtout derrière d'ouvrir aux questions-réponses et d'être assez ouvert pour permettre aux gens de sentir qu'il y a aucune question qui est bête. C'est forcément la Hmm. réponse qui peut l'être, hein. C'est pas Ouais. celui qui pose la question
qui fait une Ouais, erreur, bien sûr. c'est celui qui répond qui peut en faire. Donc voilà, d'inciter les gens à pas avoir peur de poser des questions et de s'intéresser et voilà. Ah, totalement, ouais. Et pas, ouais, pas avoir peur de ça et pas avoir peur de franchir le premier pas et d'aller se renseigner auprès bah, les meet-up les plus proches de chez soi, quoi. Comme tu disais, il y en a une cinquantaine en Ouais, une France maintenant. cinquantaine, on peut aller voir Ouais, sur la carte qui est régulièrement mise à jour. C'est btcmap ouais, .org. ouais. Donc là, tu as et tous les commerces à travers le monde et tous les meet-up à travers le monde. Et pareil, ben, Prophet du Stream, il est encore là pour avoir accès sur le. C'est un site communautaire, c'est un GitHub où chacun peut faire. Tu peux venir enregistrer toi-même ton meet-up, etc. Mais effectivement, au sein du Oh, il y groupe, a, on a des ouais. accès pour pouvoir mettre à jour plus souvent. Et du coup, c'est plutôt à jour avec la cinquantaine qu'il y a voilà, actuellement. C'est assez à jour, il y a les dates, il y a les lieux de rencontre, c'est très à jour, il y a pas de souci particulier par rapport à ça, quoi. Et c'est vrai que les meet-up, on peut enfin, on recommande forcément de les faire, hein. C'est toujours très enrichissant de rencontrer d'autres bitcoiners et d'échanger là-dessus. Et après, t'as des événements un peu plus gros, en quelque sorte, hein, qui ont lieu, bah, tu parlais du BEF, tu parlais aussi de Beyondly, et toi, c'est le Beyondly, du coup. Ouais, pour moi, c'est le Beyondly, mais bah, qui est dérivé du format qu'on avait pu rencontrer au Bitcoin Economic Forum. Euh, voilà, donc bah, là, c'est 31 mai, c'est cette année, hein, les places vont bientôt s'ouvrir. Et puis, bah, moi, c'est le Beyondly où on a essayé de faire déjà 2 fois. Euh, Bah, c'est pareil, je pense que ça transparaît un petit peu dans ce que je disais avant. Mon objectif au Beyondly ou l'objectif de l'association qu'il y a derrière, Alpine Chain, c'est de faire quelque chose d'ouvert, de pouvoir élargir les débats, de pouvoir intéresser des gens qui sont pas forcément bitcoiner maxi ou bitcoiner à fond, de venir rencontrer, tu vois. Mais que ça soit vraiment lié à Bitcoin, qu'on puisse avoir des débats sur les différents enjeux. C'est tellement large, tu vois. Cette année, on a beaucoup parlé économie, donc ça surprend un petit peu quand on a plus l'habitude de parler de la tech et tout ça, de se dire l'économie, ah oui, mais quoi, la réserve fractionnaire, qu'est-ce que ça a à voir? Bah, justement, ça permet d'élargir nos horizons, ça permet d'intéresser des personnes qui sont extérieures à ce mouvement, à notre mouvement, mais de se dire, ah bah tiens, moi je connais ce sujet, tiens, je vais aller voir ce qu'ils en disent et tout ça, et tu agrèges un petit peu les communautés comme ça, tout comme quand tu parles de technique, de pouvoir aller sur les plates-bandes du logiciel libre et tout ça. Enfin, tu vois, il y a vraiment des ponts à créer entre les communautés et on a besoin d'un espace pour les bitcoiners maxi, pour les vrais bitcoiners, pour ceux qui vraiment vivent le projet à fond. Ça, c'est vraiment important d'avoir ce cercle-là, d'avoir des espaces pour ça. Et puis, bah, autour d'avoir un autre cercle qui puisse venir agréger des personnes comme ça qui seront les bitcoiners maxi de demain. Enfin, j'ai bon espoir. Enfin, en tout cas, dans le travail qu'on fait nous, Annecy, Grenoble et alentours, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on se rend compte quand même que petit à petit, ça marche, hein. Euh, Ouais. donc voilà, c'est un peu l'état d'esprit de pouvoir élargir à des communautés plus larges que le Bitcoiner maxi. Oui, bien sûr, et c'est essentiel, quoi, déjà c'est toujours dans c'est toujours un ethos qu'on retrouve chez les bitcoiners, c'est le partage. Et on a envie de partager le plus possible déjà entre nous, parce que comme tu dis, tu peux aller à des événements où ça parle plus économie, d'autres où ça parle plus tech, etc. Et même, tu peux, moi je sais que c'est le cas, mais entre un bitcoiner qui va être un bitcoiner maxi plus politique éco et un plus tech, etc. Il y a un gouffre, hein, des fois entre les deux, Ah, c'est clair. entre ce qu'ils peuvent connaître et ce qui peuvent les intéresser dans Bitcoin. Mais après, c'est tout à fait normal, quoi. C'est pas qu'il y en a un qui est plus intelligent que l'autre, etc. C'est juste qu'ils ont des centres d'intérêt qui sont différents et l'un comme l'autre n'auront pas forcément le temps ni l'envie
ni les compétences d'être aussi compétent que l'autre sur son domaine de compétences, justement. Donc il y a aussi cette division des connaissances parmi les bitcoiners qu'il faut accepter, et qu'il faut, je pense, embrasser Qu'il parce que faut c'est une embrasser, ouais, richesse, tout à fait, ouais. ouais, Ouais. c'est une richesse de la communauté. Et il faut pas qu'un bitcoiner qui soit là que pour la tech, voilà, s'intéresse pas forcément trop à l'économie parce que c'est pas son truc, et inversement aussi, quoi. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et ça, faut cultiver ça déjà entre nous, entre les bitcoiners, qu'ils soient maxi ou pas. Et il faut aussi, comme tu dis, élargir le spectre. Parce que c'est vrai que quand tu élargis un peu le spectre Bitcoin, bah, tu te rends compte tu peux avoir tout, en fait, de personnes qui vont s'intéresser à Bitcoin sans forcément trop comprendre, ou qui ont besoin qu'on leur explique, ou par exemple, tu vas voir la personne qui va être, je te prends un exemple tout bête, hein. T'as une personne qui est très calée sur tout ce qui va être question monétaire, économique, etc. Mais par contre, il est encore bloqué au 19e siècle avec l'or, tu vois. Alors que Oh, ils sont s'il rares, comprend hein. déjà, Ils sont à peu oh, près t'en as tous, encore. tous ceux qui Oh, connaissent la monnaie d'aujourd'hui, c'est du keynésianisme pur, hein. C'est des ouais, monétaristes ouais, et ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors ouais, c'est vrai que je pense à ceux qui peuvent être libertariens ah et ouais, dans autres, cette communauté, ouais, moi ouais, voilà, sur Twitter, ou ceux avec même, qui j'échange le plus souvent, c'est comme des monétaristes, oui, oui, des oui, oui. Alors moi, keynésiens et dans les ouais, voilà, tous ceux ouais, qui mais, aujourd'hui s'occupent de l'économie le voient par ce prisme-là, hein. ouais, Les tout à lectures fait. qu'on peut avoir, nous, sont vraiment ésotériques pour eux, hein. Ouais, alors ouais, c'est vrai que toi, t'as la patience d'échanger avec eux. Moi, j'ai même pas cette patience-là. Toi, j'ai, j'ai, j'ai pas la patience, et j'ai pas le temps en fait de le faire, de me prendre la tête avec des personnes qui vont défendre des théories totalement claquées au sol, comme la MMT, donc les modern money theory, etc. Ça, ouais, c'est ça. Ouais. Donc moi, j'ai pas le temps ni l'envie de trop me casser la tête avec ces gens-là. Pareil pour les keynésiens, etc. La seule fois où je l'ai fait récemment, c'était avec un économiste, là, Monsieur Sella, je sais plus quoi, enfin bref, C'est le jean? non, 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 pas Georges Selgin, qui lui fait partie quand même des gens qui sont, où ça connecte un peu, mais c'est un économiste qui enseigne en France, Université d'Angers, je crois, je sais plus. Et voilà, comme Kayla, tu, David Kayla. oui, voilà, ça doit être ça. Ah Ouais. ouais, 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 ouais. Et du coup, ouais, comme Bah, tu dis, c'est des personnes qui sont très, voilà, c'est économie keynésienne, etc. Donc, ouais, ce genre de personnes, moi, je m'y intéresse pas tellement. Mais parce que eux, pour le coup, c'est, c'est vraiment presque ésotérique pour moi, tout ce qui, tout ce ils vont pouvoir dire, écrire, etc. Tu sais, ils sont vraiment, Hayek disait que, Friedrich Hayek disait que, justement, à partir du moment où tu commences à trop vouloir expliquer scientifiquement, avec les mathématiques, les statistiques, l'économie, tu verrais dans ce qu'il appelait le scientisme. Et là, c'est une forme d'ésotérisme où tu vas pas vénérer la lune ou les astres, mais tu vas vénérer des tableurs Excel. Et c'est un peu le problème de ces économistes-là, malheureusement, aujourd'hui, quoi. Mais plus les autres économistes, ou ceux qui vont comprendre un peu l'histoire de la monnaie, qui vont plutôt s'intéresser à l'or, etc. Il y en a pas mal aussi, hein, qui existent, hein. Mais ces personnes-là, tu vois, je pense qu'elles sont plus intéressantes à essayer d'aller capter. Vraiment dans le milieu, je pense, ceux qui connaissent un peu l'économie. Et pourquoi je racontais tout ça? Ah oui, du coup, oui, parce qu'on disait justement d'élargir au cercle hors Bitcoiner. Et même quand tu élargis de Bitcoin, quand tu élargis vers le monde des cryptos, avec des guillemets, t'as beaucoup de personnes qui ont fait la moitié du chemin de s'intéresser un peu à ces actifs numériques, hein, et qui, bah, c'est toujours pareil, hein, qui sont dans les cryptos, mais qui font pas forcément la différence entre Bitcoin et les cryptos, etc. non, Je parce que pense c'est que la là, technologie blockchain, en fait. C'est ce mythe de la mhm, technologie blockchain, real world voilà, asset, et puis voilà, t'as fait le tour. C'est c'est pas c'est pas le, c'est rarement chez les gens de la crypto, il y a très peu de conviction en fait dans, comme peut avoir un bitcoiner sur la société, l'engagement, des choses comme ça. C'est vraiment la technologie blockchain, comment ah tiens, ça pourrait être sympa d'avoir une DAO, et cetera. Puis quand tu vois le fonctionnement des DAO, tu vois bien que tout le monde s'en branle, sinon les gens iraient voter à plus de 80 et pas à 45. Donc voilà, et c'est plus le côté technologique, le côté, industrie, c'est toujours sympa d'avoir des tu vois, c'est fun d'avoir des projets qui se montent comme ça en te disant: «Ah, c'est l'esprit startup quoi, c'est la startup nation», tout ce monde de la crypto. Donc va y avoir, sûrement des cas d'usage qui vont rester,
enfin, les banques choisiront bien ce qui leur plaira là-dedans. Oui, après voilà, enfin, c'est comme tu dis, c'est la startup nation, c'est le Web 3, les blockchains, etc. Et après bon là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais pour moi, alors, de mon point de vue, le monde un peu crypto, c'est comme tu dis, il y a ces boîtes, il y a ces projets qui vont se lancer sur la blockchain et qui vont essayer de tokeniser tel ou tel actif, etc. et vendre ces technologies-là aux banques, au marché pour justement de différentes manières, justement pour essayer de sécuriser les assets, les transactions, etc. Donc ça peut, ce qui peut y avoir un cas d'usage pour ces institutions-là, utiliser ce genre de technologie, à mon sens, ça reste quand même assez limité quand même, parce que ce qui est fait actuellement, je pense, elle peut être largement suffisant. Et après, il y a, alors moi la différence quand même, c'est que la manière dont moi je perçois aussi le monde crypto, c'est comme tu dis, il y en a qui sont là pour la tech, hein, ça c'est clair. Et après, il y a aussi tout le côté un peu gambling, un peu casino qu'on voit. Malheureusement, ça fait aussi partie un peu de ce monde-là. Et le meilleur exemple récent qu'il y a eu, hein, c'était forcément le meme coin Trump, Le Melania, Trump, alors le qu'il y en a... Melania, et puis Voilà, et Pump ça... Fun, Pump.fun et tout ça. Et je trouve ça dommage, on en parlait ouais, tout à l'heure, justement sur le fait que aujourd'hui, dans ce qu'on voit venir, il y a une communauté qui se regroupe autour justement de ça. Et chez les jeunes, c'est beaucoup le jeu, le gambling, l'attrait pour tout ce qui est fun, tout ce qui brille et tout ça, hein, le monde de la crypto. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que réellement, leur vrai besoin, dès aujourd'hui, c'est de pouvoir préparer leur avenir et tout ça. Et je crois pas que Bitcoin, ça manque de fun dans les projets qu'il peut y avoir, hein. Je pense, il y Non, a non, c'est sûr, c'est sûr. l'univers Bitcoin n'est pas que de la monnaie, même si peut-être c'est ça. Voilà. Ce qu'on disait en fait, c'est entre les jeunes et les vieux, le schisme qui peut y avoir un petit peu, et c'est un petit peu dommage. Et peut-être que nous aussi, on a travaillé aussi cette image-là, de toujours trop mettre en avant que le projet communautaire, libertarien, changement de société, etc. Alors que quand t'as 20 ans, 25 ans, ta retraite, tu t'en fous, l'avenir, tu sais même pas ce que ça veut dire mourir. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tu préfères du fun, tu préfères des choses comme ça, et ça, c'est plus sympa que d'aller vers des projets qui te promettent monts et merveilles, alors que de toute façon, tu vas jouer, voilà, puis tu perds, et puis tu es content d'avoir perdu, tu as participé. C'est un petit peu comme ça qu'on le voit dans les mêmes coins, hein. Tu vois bien que quand tu as plusieurs millions de coins qui sortent par jour, tu sens bien que tu as passé un niveau qui est vraiment le loterie tous les jours, tu vois, c'est la grande loterie, mais tout le monde est content d'y jouer au final. Voilà. Le Ouais, grand après, mensonge est parti il y a longtemps. ouais, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, là-dessus. C'est vrai que, comme tu dis, la différence entre les jeunes et les moins jeunes, entre la tolérance au risque aussi, qui est différente selon Mmh, l'âge. mmh, Et forcément, un jeune qui va investir, lui, il a une tolérance au risque qui est beaucoup plus élevée. oui, Parce que son horizon de temps, elle est beaucoup plus longue. Et l'argent qu'il peut se permettre de perdre quand il a 20 ans, quand il n'a pas de boulot forcément fixe, de c'est famille, de ça. responsabilité plus que... Voilà. Donc ça a toujours été une constante d'ailleurs dans le milieu de l'investissement. C'est que globalement, on n'a pas la même exposition au risque, hein, entre une personne qui est jeune et une personne qui est moins jeune. Ça reste assez normal. La différence, je pense qu'on a par contre aujourd'hui, et ça peut se vérifier avec les cryptos, ce genre de choses, c'est qu'il y a une préférence temporelle qui est tellement élevée, c'est-à-dire que les jeunes, tu vois, aujourd'hui, ils vont pas forcément avoir un horizon de temps qui va être porté sur le long terme, parce que bah après pour plusieurs choses, hein, c'est que il y a peut-être aussi plus de pessimisme aujourd'hui qu'on en avait quand nous-mêmes nous étions plus jeunes. Il y a toute une ambiance peut-être, il y a à la fois le monde qui change, qui est pas forcément rassurant, l'instabilité politique, les instabilités budgétaires de certains pays et autres. Et un jeune aujourd'hui, tu vois, il pourrait se dire, alors à mon point de vue, il pourrait se dire de toute façon, vu ce qu'on me vend, c'est un peu entre guillemets de la merde. De toute façon, tout ce que je gagne, je le crame pour essayer de faire le maximum d'argent le plus rapidement possible, pour en quelque sorte à sa manière essayer de s'extraire de ce monde-là. Donc par exemple toucher le pactole je sais pas, quitter la France ou faire telle ou telle chose ou profiter tout simplement de la Ou vie, quoi. investir en France et faire changer les Tout choses à en fait, ouais. France, on sait jamais, ça peut Oui, arriver. tout à fait, ouais. Ouais.
Et malheureusement, tu vois, ce genre de jeunes personnes qui ont une préférence temporelle qui est extrêmement haute, hein, bah du coup en fait ils se crament eux-mêmes bah déjà leur présent mais aussi leur avenir. Et c'est là où Bitcoin ça reste un élément qui est important pour eux parce que en effet, et on en parlait au tout début, c'est que on est encore très très early dans Bitcoin. Donc là, on fêtait il y a quelques semaines les 16 ans du lancement du protocole. Et quand on voit tout le chemin qui a été parcouru en, mine de rien, en assez peu de temps, à l'échelle d'une vie, hein, 16 ans, il y a encore beaucoup de choses qui vont être parcourues dans les 16-30 prochaines années. Et tu vois, par exemple, un jeune aujourd'hui qui a 20, 25 ans, lui, il a tout intérêt, je pense, s'il se projette un minimum dans le temps, même forcément, pas forcément jusqu'à la retraite, mais c'est même sur une période de temps, on va dire moyenne durée, quoi, 5-10 ans, il a tout intérêt à éviter de faire le dégène, hein, crypto, shitcoin, entre guillemets, et en fait, à s'intéresser à ce qui performe le mieux sur la durée longue, quoi, c'est Bitcoin. Parce que c'est comme ça que lui va pouvoir devenir bah, à la fois plus résilient face à un monde qui va devenir de plus en plus incertain. Et c'est aussi sa manière, en dézoomant, en essayant d'avoir une préférence temporelle un peu plus faible, un peu plus basse, hein, de se rendre compte que il peut mieux s'en sortir hein, sur un horizon de temps de 10-15 ans euh, que penser toucher le gros lot dans les 5 mois qui viennent en misant sur des ICO, ce genre de choses, quoi. Ah mais c'est quand même vachement moins fun, hein. Tu sais, tu disais le monde change, mais pour un jeune, le monde il change pas, il se crée, hein. Heu, donc lui, ce qu'il voit, c'est que l'avenir et autant qu'il en profite et puis, j'espère bien qu'il en profite. C'est quand tu es jeune qu'il faut justement, tout essayer. Après voilà, la voie de la sagesse, attention le feu ça brûle. Tu bien quand même y mettre les doigts au moins une fois, tu vois? Donc je je pense que ça continuera à rester et puis, mais Bah voilà, de c'est pouvoir l'expliquer et surtout de le démontrer, je pense qu'avec le temps, ça se démontrera de plus en plus, hein, des jeunes qui dans 10 ans le seront un petit peu moins, mais qui pourront montrer leur parcours comme, nous on connaît, certains, OG, hein, qui étaient là il y a quelques années et voilà, on voit bien qu'ils ont fait leur bascule, grâce à Bitcoin et du coup, toi tu te dis: «Ah ouais quand même, ouais ça peut faire ça quoi». Tu avec un petit peu de rigueur, un petit peu d'investissement, un petit peu hem, de de volonté, puis surtout enfin, faut être fort dans tes convictions, voilà, d'avoir, beaucoup de convictions parce que je crois que c'est surtout ça qui fait la différence, c'est la conviction que tu vas avoir, parce qu'il faut ouais, vivre quand même, au moins, à minima, au moins un bulle et un beer heu, pour bien comprendre ça parce qu'un un portefeuille qui fond, ça fait toujours un petit quelque chose et c'est là que se forgent vraiment les convictions donc tu vois les ouais, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont en train de on a ça fait longtemps qu'on oublie FTX, mais voilà, on est passé de 17 à 100, donc tu dans cette phase-là, tu réagis pas pareil que quand on va ouais, repasser de 100 à ou je sais pas combien on va monter, on va dire à 150, 180 qu'on va redescendre à 70. Là, tu vois, cette période-là, ça va quand même créer quelques convictions ou en perdre quelques-uns. Mais du coup, bah, de savoir que tu as des OG qui ont traversé ces périodes, bah, ça fait réfléchir et je pense que, bah, il faut un certain temps. Moi, c'est pas tout de suite en 2017-2019 que j'ai compris ça. Voilà, mais maintenant, tu vois, que j'ai vécu, mes 2 cycles, je voilà, je me dis: «Oui, effectivement, ça tes convictions gonflent avec le temps», je pense. Après, tant mieux s'il y en a qui les ont tout de suite. Je souhaite, ça voudrait dire qu'il y a eu une bonne période, une bonne partie d'éducation qui a été faite, correctement et qu'on peut avoir des gens qui basculent directement et ça serait une vraie chance, une vraie réussite. non mais t'as totalement raison, il nous faut des sages Ouais, dans ce milieu-là. Donc toi t'as déjà la barbe, donc c'est parfait, tu vois, pour non mais en fait ouais c'est ça, mais en fait il nous faut des personnes comme moi je suis depuis moins longtemps que toi dans Bitcoin, mais voilà, des personnes comme toi qui ont connu plusieurs cycles haussiers et baissiers. Ça c'est des personnes qui sont inestimables en fait pour ce milieu-là, parce que ça prouve en fait. Non mais alors juste dans le sens où, tu vois, une personne qui va rentrer aujourd'hui dans Bitcoin, à mon sens, un jeune,
il sera beaucoup plus rassuré en voyant des personnes, bah, par exemple comme toi ou d'autres, qui sont là depuis très longtemps et qui sont toujours là, qui ont pas quitté le navire en quelque sorte, et que malgré les corrections à -50, -60 que t'as pu que t'as pu vivre, et bah t'es toujours là, quoi. Parce que les bases, elles sont toujours les mêmes, le protocole est toujours le même, les bases, elles sont toujours aussi solides, quoi. Et ça, c'est une preuve de résilience d'avoir justement ce protocole Bitcoin qui soit toujours en place, qui est toujours qui fonctionne toujours depuis 2009, hein, et d'avoir toujours comme ça des OG comme toi Là non, et d'autres j'en qui fais pas sont partie moi, hein. non, non, mais oui, enfin, ou d'autres, oui, enfin, Voilà, mais je mais m'emporte, mais effectivement, oui. mais je enfin, avec le temps, je pense que des personnes d'expérience, va y en avoir de plus en plus qui vont Ouais, devenir tout un à petit fait. peu des voilà, moi dans les cycles que j'ai connus, avant d'avoir accès à un OG, c'était pas simple, tu vois? Et j'en ai découvert, quelques-uns, c'est juste parce que, bah, tu vas au meet-up, tu vas aux conférences, Ouais, tu te montres, tu rencontres des gens et voilà, ceux qui étaient là en 2011, en 2013, en 2015, il y en a beaucoup en fait et on les connaît pas, on les voit pas, mais ils sont là parce que justement, bah, tu as déjà une préservation de la sécurité, puis tu as pas envie de crier à tout le monde que tu as oui, que bien tu sûr, réussi, oui. ce qui est pas mon cas d'ailleurs. Puis t'as l'anonymat, c'est etc. C'est tout à fait important, ouais. Et toi, par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, je disais que malheureusement, la jeunesse aujourd'hui, elle peut être un peu facilement happé par cette haute préférence temporelle dans les projets qui leur promettent monts et merveilles. Au final, ils ne servent que d'exit liquidity pour les pour d'autres. Mais la chance qu'ils ont aujourd'hui, c'est que, et ça moi, tu vois, moi je suis pas, enfin je me considère pas comme étant vieux, tu vois, moi j'ai 35 ans. Mais je sais que moi, si je fais un bond de 10 ans en arrière, quand j'en avais 25, ou 15 ans en arrière, quand j'en avais 20, il y avait pas la même, il y avait même pas la même densité d'informations qui étaient disponibles sur Internet. Il y avait même pas, d'ailleurs, je pense, la même éducation financière, économique qu'on a aujourd'hui, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis assez impressionné quand je vais sur YouTube, quand je vais sur X ou sur d'autres réseaux sociaux, de voir des comptes de jeunes. Bah, par exemple, comme ceux qui sont intervenus au Beyondly, là, Mais je oui, sais plus comment Libre il et s'appelle. riche, oui, bah Oui, oui. voilà, par exemple. Mathieu Et tu Faraco, vois, c'est incroyable, ouais, ouais, ouais. exactement. Et lui symbolise bien, je pense, cette génération de gars qui ont la vingtaine et qui s'intéressent à ces Il sera questions-là, content. qui sont assez pointus sur ces questions-là. Pardon? Il sera content, non, Et il a un pour, peu plus que la vingtaine, mais D'accord, ok, bah autant pour moi, tu vois, ok, autant pour moi. Mais toi, il fait partie de cette génération-là qui a la chance de comprendre le truc parce que elles-mêmes, elles ont eu accès à d'autres contenus qui étaient de qualité sur ces questions-là, et elles partagent maintenant elles-mêmes leur connaissance sur leur expérience. Et toi, par exemple, moi, je collabore de temps en temps avec Alex et Victor de How to bah oui, Bitcoin, bah oui, où bah oui. j'écris des articles pour leur blog. Et eux, c'est pareil, ils ont, je crois, 25, 26 ans, je crois, dans ces eaux-là. Ils ont lancé To Bitcoin il y a 1 an et demi, 2 ans, je Ouais, crois, 2 si ans je à dis peu pas de près, ouais, bêtises. ouais, ça doit faire 2 Ouais, ans maintenant, voilà. ouais. Et donc, tu vois, ils ont lancé le projet quand eux, ils en avaient 23, 24. 23, 24 ans. Il faut se dire, s'ils ont eu ce recul, s'ils ont eu cette force et cette envie de lancer un tel projet aussi jeune, c'est que voilà, ils ont eu accès à des ressources que nous on n'avait pas eu quand on avait leur âge. Et ça, c'est une chance que eux ils ont aujourd'hui. Et toi, par exemple, ces initiatives-là comme at Bitcoin, etc. Ce que fait aussi Bull Bitcoin et autres, ce que tu fais toi avec Beyondly, et ce que font tous les Bitcoiners au Meetup, hein, de partager cette connaissance, c'est quelque chose les Meetup, on n'avait pas ça avant 2022, at Bitcoin, on n'avait pas ça pareil. Ça se met en place gentiment, hein, Ouais, c'est un effet de ouais, tout réseau à de fait. personnes qui sont là, qui ont envie et quand on regarde, par rapport au contenu qu'il pourrait y avoir, en anglais et le contenu, en français, on a encore une marge de progression, incroyable. Hallucinante, ouais. Même Ouais, si tu as, Plan B, Network qui a réussi à concentrer, énormément de forces, françaises dans les parcours de formation qu'ils ont pu hum, faire, hein. tout à Enfin fait. ouais, tu vois? Tous Ouais. tous les profs à qui, ils ont donné accès, enfin qui donnent accès dans les cours, c'est juste, incroyable, mais au final, c'est peu, quoi. Donc
je pense qu'il y a énormément à faire encore sur ce côté, donner de Ouais. l'information, de faire comme toi tu le fais Ulrich, de vouloir, s'investir et tout ça et ça vient de personnes qui ont des convictions, hein. Alex et Ouais, bah, Victor, c'est c'est ça, ouais. incroyable les convictions qu'ils peuvent avoir et la façon dont Mmh. ils le font Ouais, tout à fait, ouais. transparaître. Moi, j'adore leur boulot et j'espère en voir, beaucoup plus, comme ça sur tous les différents thèmes. Français, Ouais, levez-vous, quoi. totalement, ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que Francophones, levez-vous, plus ouais, non, largement mais c'est même. exactement ça. C'est l'intelligence appelle l'intelligence et on a la chance dans le milieu Bitcoin d'avoir énormément de matière grise. Je pense qu'on a des très très belles voix dans la communauté anglophone. Ils ont d'excellents influenceurs et dans la communauté francophone, on en a aussi de très très bons. Et ce sont des personnes qui méritent à être connues, qui méritent à partager ce qu'elles savent, parce que ce sont des personnes, comme tu dis, qui sont passionnées. Et c'est vrai que toi, par exemple, je prends, ne serait-ce que notre discussion qu'on est en train d'avoir ensemble depuis plus d'une heure. Toi, ce genre de discussion, c'est des discussions qui intéressent en fait les gens, toi, parce qu'ils se disent mais en fait comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un bitcoiner, etc. Ils vont parler de ça, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire, toi, par exemple, une personne toi, on sait pas, mais ça se trouve une personne qui va écouter ce podcast, elle va se dire bah en fait voilà c'est bon, ils m'ont convaincu de me bouger, de bouger mon cul à un Bah, meet-up. j'espère. Non, mais toi, en fait, c'est des petites batailles du quotidien qu'on mène et qu'on gagne, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, tu vois. Moi, quand je vais à, quand je vais à certains meet-up, des fois, j'ai des bitcoiners qui me disent, ouais, c'est trop bien ce que tu fais sur Twitter et tout, machin. Mais c'est Et je leur clair. dis, mais en fait, mais ce que je dis, mais en fait, je, limite, je passe ma journée à shitposter, quoi. Je prends un sujet, je dis, ah, bah, tiens, je vais écrire mon truc là-dessus, j'envoie, et si ça plaît, tant mieux, au final, mais au début, j'avais pas fait ça pour ça, et le nombre de gens qui me disent, ouais, mais en fait, c'est génial, enfin, bah, du coup, ça donne la force de continuer et de transposer un peu ça maintenant, un Bon, peu en du version podcast. shitpost de qualité comme ça, j'en veux bien plus, hein, Ouais, ouais, sur ouais, mais X, hein. toi, mais, T'as quand même, ouais, ouais, tu quand même une ouais, ouais, intelligence, t'as quand oui, même, oui, un petit peu une plume, t'as oui, quand même attends, des mais, connaissances que tu permets aux autres de découvrir. Donc, non, c'est pas vraiment du shitpost, ce que tu fais, Ulrich. Et justement ce genre de contenu, posé, intelligent, mesuré, ça c'est vrai qu'on bah, tu vois, par exemple, moi, je suis pas assez bon pour faire ça, par exemple. Mais, c'est pas j'aimerais compliqué, ouais. énormément pouvoir en lire beaucoup plus et voilà, que ça soit plus mis en avant des gens comme toi sur Twitter plutôt que souvent le Ouais, ouais, contenu caniveau après, qu'on peut avoir. ouais, 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 après, c'est super gentil ce que tu me dis, mais après, c'est vrai que moi, le but, c'est déjà de mettre en avant. Tu sais, Twitter, c'est ce que j'ai dit à certains. Twitter, c'est un peu mes notes de lecture. Tu vois, j'ai lu pas mal de bouquins sur l'économie, ce genre de choses, et à chaque fois, j'ai une idée enfin, je me dis, bah tiens, je vais mettre ça en note, et après, je balance ça, et du coup, c'est un peu toi, même certains tweets que je vais faire, c'est mes brouillons de futurs articles que je vais faire pour Atobicon, etc. C'est un peu comme ça que je vois la chose. Donc, Puis en plus, voilà. ça te permet d'avoir des réactions. J'imagine qu'il y a t'as des réponses qui te permettent ensuite de te dire: Ouais, «Ah ouais, bah bien tiens, je sûr, peux ouais. peut-être structurer plus par là» et tout ça, ouais, donc Exactement, ouais, exactement. Ouais, c'est que ce soit des réactions en positif ou en négatif, c'est vrai que ça permet de structurer un peu le propos, le rendre plus intelligible, plus lisible aussi, parce que c'est aussi l'une des forces de ce réseau social-là, c'est que il force à la concision, à la synthèse. Et mine de rien, ce qui est bien compris s'énonce facilement et bien. Donc, ça force aussi à une meilleure compréhension de mon côté de certains sujets. Donc ça, c'est cool. C'est un travail du quotidien en quelque sorte. et on parlait aussi de la Et vulgarisation, hein, 140 caractères, ouais, c'est c'est ça. obligé Ouais. d'aller Bah, vers vraiment voilà, vulgariser, ouais. dire vraiment l'essentiel, des mots, quoi. Tout à fait, ouais. Donc c'est un peu comme ça que je vois le truc, moi, c'est que j'essaie de vulgariser ce que les choses, enfin ce que d'autres personnes ont pu dire, ont pu écrire, etc. Et du coup aussi à rencontrer des bitcoiners, je me dis faut faire la même chose avec eux. Donc c'est pour ça qu'on fait cette discussion-là, tu vois, c'est faire parler, bah voilà, les gens qu'on trouve dans ce milieu-là, parce que elles ont des choses à dire, elles ont des choses à partager. Et comme tu dis, quand on regarde ce qui est réalisé côté anglophone, le niveau des podcasts, etc. C'est hallucinant ce qu'ils arrivent à faire. Et en France, il y a moyen en fait de faire quelque chose dans cet ordre-là. De et je sais qu'à Tobicon ils font ça quoi. Au tout début, moi je m'en souviens quand j'ai commencé à arriver dans ce milieu-là, dans Bitcoin, c'était surtout les interviews qu'on pouvait voir sur GAC, Oui, mais oui. voilà, c'était un peu ça, toi. Maintenant, ça s'est beaucoup plus généralisé. Il y a beaucoup plus
de personnes qui vont aller interviewer les bitcoiners et tout, et en fait, ça répand la connaissance, l'information partout, et c'est ce qu'il faut faire, quoi, le plus possible. Oui, moi j'espère voir de nouvelles têtes émerger, de nouvelles personnes, intéressantes comme on peut avoir et même certains qui étaient apparus, les années précédentes, «Revenez les gars, remontrez-vous, voilà, il y a énormément à faire, investissez, voilà, choisissez de partager un peu de temps, avec nous pour augmenter le niveau du contenu et tout ça» et puis, j'invite aussi, les communautés de s'ouvrir les unes aux autres, tu vois? Tu sais moi je suis assez affecté d'avoir été bloqué par des personnes sur X. Bon, je pense être un petit peu satirique, mais je pense pas être méchant et tu vois, je trouve ça dommage qu'on puisse, dans les mêmes communautés se mettre un Se petit tirer peu dans à les pattes, part ouais. et de Ouais. bah, non, se tirer dans les pattes, ça c'est un peu le côté marrant du réseau social. C'est peut-être ça que, tu vois, de 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 pouvoir être capable d'écouter le point de vue de l'autre, et puis, de pouvoir, discuter avec des gens qui pensent pas, comme toi et voilà. Ce côté polarisant même dans la communauté, voilà, je trouve ça dommage qu'on puisse pas plus, échanger les idées, contraires, pour faire, bah, pour permettre au moins à chacun de se positionner par rapport à ça et voilà donc Ouais, tout à fait. Et puis en plus, je pense que vu la, pour un peu faire un peu le lien avec le tout début du podcast et vu comment le monde va évoluer, que ce soit en France ou ailleurs, de toute façon, on va tous dans le même bateau et les différences et les querelles d'hier seront pas forcément celles de demain. Donc voilà, voilà, faut peut-être mettre un peu d'eau dans son vin et tout. Et puis oui, parler les uns avec les autres. De toute façon, il y a pas de souci, quoi. Après, c'est juste comment est-ce qu'on peut voilà, faut juste être ouvert d'esprit, puis de toute façon ne pas oublier une chose, c'est que tout le monde peut utiliser Bitcoin, il y a pas Bitcoin n'a pas de héros, y a pas de représentant officiel, il y a personne n'a raison en fait, en quelque sorte. On peut tous y voir ce qu'on veut y voir exactement, ouais. et ça se trouve au final on se plante totalement, tu vois. Ça se trouve moi j'en fais une lecture mais qui est totalement à l'ouest et Ça je sais pas. non, tu fais J'en ai non, non, aucune chacun fait sa propre mais lecture et après de là, va émerger des courants et voilà, mais personne ne peut en faire une fausse lecture. C'est un moyen d'échange. Après tu fais ce que tu veux dedans, tu vois? Il est complètement libre. Donc, ouais, on totalement. projette énormément quoi, parce qu'on veut absolument y mettre quelque chose, mais au final, c'est, peer to peer electronic cash system, donc, voilà, c'est un moyen d'échange, sur internet, c'est la monnaie d'internet. Ça, c'est juste en soi, c'est révolutionnaire, hein, mais après nous, on y met, beaucoup, de politique dedans parce que ou d'économique parce que ça nous intéresse énormément, mais même sans mettre, tout ça dedans, Bitcoin, il marche très bien, tu vois? Ceux qui en ont besoin, ils l'utilisent, hein. Ouais. On y met de la politique parce qu'on reste français, on est Ouais, un puis je peuple crois qu'on aime bien politique. Non, ça, mais en c'est ça, fait. hein. On aime bien ça et on y met de l'économie Bah, parce qu'on aime parce bien que ça. parce qu'on aime bien ça aussi, ouais. Et il y en a plein qui Et mettent de la technique parce qu'ils aiment bien ça, tu vois? Si tu veux te pencher ouais, c'est ça, ouais. sur toute la partie cryptographie, c'est un rabbit hole, incroyable et c'est passionnant et voilà. Et pourtant, même sans rien changer, sans rien plus rien changer une seule ligne de Bitcoin, bon, bah, ça Mmh. ça ça fonctionne Ouais, très bien, tu c'est vois? Donc ouais, non, mais c'est clair, en fait, Bitcoin est assez riche pour qu'on y importe nos propres, conflits, en ouais, c'est quelque ça, ouais, sorte. ouais, on C'est clair. Et toi, par exemple, si toi, s'il y avait une chose que la communauté française devrait faire pour justement aller de l'avant encore plus, faire en sorte que le partage soit plus efficient, plus efficace, etc. Ça serait quoi? Un peu la question de la fin qui tue, je sais. ouais, bah, il y a, moi, j'y mettrais deux parties. Il y a une partie, éducation, où on a beaucoup de contenus, qui existent, déjà, qui, me semble-t-il, sont tu vois, tu parlais tout à l'heure du niveau technique et cetera et peut-être qu'il nous manque un peu de contenu, d'entrée de jeu vulgarisé et cetera. Alors je dis ça, ça me fait penser par exemple au podcast de Beatstack, merde, j'ai mangé son nom, excuse-moi, hem qui avait fait tous les podcasts vraiment pour expliquer, à chaque fois
en 2-3 minutes, 1 point de Bitcoin. Oui, 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 oui. Voilà, donc ça, c'est vraiment de la Ouais, vulgarisation qui est vraiment, super et je pense qu'on manque de contenu comme ça, pour venir simplifier, mais c'est tellement compliqué à faire, la vulgarisation, que c'est vrai qu'on a beaucoup de contenu un petit peu, complexe. On a un peu cette plateforme qui a tout centralisé sur, planb.network. On a, Jacques aussi qui a fait sa plateforme, faut pas l'oublier, avec aussi tout à fait, un contenu tout à fait. de dingue quand il fait des traductions. J'espère qu'il y en a d'autres, comme Urban aussi de traduire, d'amener du podcast. J'espère qu'on aura encore, plus de contenu comme ça. Donc toute la partie éducative, je pense qu'il y a énormément à faire pour, toutes les francophones, parce qu'on dit français, mais il faut plutôt voir, francophone, hein, on passe de 60 millions à 200 millions de personnes, donc ça peut être sympa et puis créer des liens aussi avec les autres. Et puis le 2e axe, bah, c'est comme on a discuté, sur là, c'est quand même le mouvement politique, le mouvement, social, sociétal. Il y a des élections qui arrivent, des municipales, va y avoir, les présidentielles, donc après, voilà 26 et 2027, ouais. comment on fait pour s'organiser par rapport à ces mouvements-là? Comment on s'organise? Heu, L'expérimentation qu'avait eu, Aurore de se présenter comme, candidat Bitcoin sans y mettre plus, tu vois? Il y a Après il y a tous ces différents mouvements qui viennent là, mais, ce qu'avait fait Aurore, j'avais trouvé ça, génial de dire: «Voilà, moi je suis la voix de BTC, pas de droite, pas de gauche, juste BTC, c'est la monnaie, intéressez-vous à ça». Et on a peut-être une chance, de mettre ça en avant. Il nous reste, 1 an. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait pas des mouvements d'influence qui devraient commencer à se lancer maintenant pour permettre d'aller, un peu plus loin dans l'impact qu'on peut avoir, hein? Parce qu'il y a aussi, tu vois, aujourd'hui, Claire Balva, Alexandre Stachenko étaient, au Sénat, justement sur tout ce qui est, heu, attaque sur notre vie privée, puisque j'allais dire protection de la vie privée, mais ce qu'ils souhaitent faire, c'est quand même vraiment une attaque envers nos libertés individuelles, notre vie privée et notre, souveraineté. Donc voilà. Comment on met des mouvements en place? Je crois qu'on peut parler de lobby, hein, faut pas avoir peur de ce mot-là, d'être, assez présent pour avoir un impact au niveau, à minima national. Voilà, j'espère que ces mouvements-là, émergeront. J'espère pouvoir y participer aussi, à mon niveau, de façon à ce que la parole de Bitcoin puisse être, entendue et au moins, ce que nous, en tant que bitcoiners, on souhaite, porter comme projet. Voilà, donc c'est Oui. vite là demain, mais après il y aura toujours plein d'étapes, mais voilà. Ça serait plus ça mes 2 points, l'éducation dans un premier temps et de créer un mouvement, à impact, dans les mois qui viennent. Éducation et ouais, et sur le terrain, quoi, les deux. Et il faut multiplier les fronts, quoi. Donc c'est exactement ça. Donc je pense que ça fait un très très beau mot de la fin en tout cas. Et bah écoute, je te remercie d'avoir été avec moi, copain, ce soir, pour partager tout ça, parce que c'est toujours intéressant de bah, justement discuter avec des bitcoiners de ce genre de sujet et voir qu'il y a une telle richesse dans ce milieu-là et qu'il y a tellement de projets qui se montent et qu'il faut pas hésiter à y participer. Donc merci d'avoir participé à cette discussion avec moi pour rappeler justement ce fait essentiel. Merci beaucoup Bah, et merci à puis au toi. plaisir, hein. Bah oui, carrément. Et salut. Salut.